bonjour. Téléhandicap vous souhaite la bienvenue à cette émission spéciale pour parler d'un sujet qui nous interpelle et que nous devons contribuer à trouver une solution à ce cri de cœur, ce cri de douleur extrêmement difficile et qui les oblige, ces personnes-là qui vivent cette situation, à changer complètement leur rythme de vie. Que parfois, ce changement non accompagné par une plateforme d'aide aux parents provoque inévitablement des situations lourdes de conséquences. Sans plus tarder, il me fait grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Marie-France Baudry, fondatrice de Parents pour toujours, mais surtout maman d'André, qui a 24 ans aujourd'hui, est diagnostiquée malade et handicapée à la fois. Madame Baudry, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Merci de m'accueillir. Juste une petite correction, mon fils a eu 31 ans dimanche dernier. Donc, un Wow. petit écart. Donc, 31 ans de vie commune sans relâche avec votre fils, c'est oui, incroyable et c'est impressionnant. On va apprendre beaucoup de choses durant cette émission avec vous. d'accord. Avant de rentrer dans le corps de notre sujet d'aujourd'hui, pour mieux comprendre ce passé agréable de votre vie, cette jeune femme libre qui menait une vie sociale paisible et active en voyageant avec une passion pour les voitures antiques et pour visiter des expositions avec votre conjoint qui était mécanicien. Parlez-moi un petit peu de cette période de vie en ce moment et on ira dans les autres sujets ensuite. On vous écoute. Ben, c'est ça. Avant l'arrivée de mon fils dans ma vie, ben, j'avais une grande fille qui est venue au monde en 1985. J'étais encore jeune quand elle est venue au monde. J'avais 17 ans, presque 18 ans. Très heureuse de ça. Oui, j'étais avec mon conjoint qui était mécanicien et j'ai une grande passion pour les voitures antiques, évidemment. Donc, c'était une vie, comme vous disiez, de liberté, sans contrainte, euh, aucunement touchée, que ce soit par le handicap, par la maladie. Donc, c'était vraiment, je travaillais, j'avais une vie, j'étais autonome, donc tout allait bien. La vie, ce que j'appelle la vie ordinaire. Donc, c'était vraiment la vie sans trop de soucis. Pas plus de soucis qu'une autre personne. Et ça a tout basculé le jour où mon fils est venu au monde. Exactement. Ça veut dire d'un jour à l'autre, Oui. votre vie a complètement tourné à l'envers. Et je pense, si ma mémoire est bonne, c'était en mois d'août en 1992. Absolument, le 27 août 1992. Exactement ça. Avec un ensemble de maladies et de handicaps. Donc, Oui, inévitablement, et comme ça se passe souvent, le couple a éclaté oui, et ce n'est pas nouveau de subir les conséquences de cet éclatement et devenir une maman monoparentale, ce oui, qui est des cas souvent qui se passent dans ces situations, accompagnée, accompagnée d'une chute fatale dans une carrière ou après une carrière, je dirais, à titre de super infirmière, physiothérapeute et j'en passe. mhm. Voulez-vous nous expliquer ce changement radical dans votre vie? Le jour où mon fils est venu au monde, c'était complètement inattendu parce que rien n'avait démontré dans les examens pendant la grossesse le handicap ni quoi que ce soit. Donc, oui, moi, je me suis rendue à l'hôpital. Moi, je ne peux pas accoucher de façon naturelle. Je dois absolument accoucher par césarienne. Mon bassin est trop petit pour laisser passer un bébé. Donc, la césarienne était planifiée. Et j'avais choisi, heureusement, de subir la césarienne sous anesthésie épidurale et non pas sous anesthésie générale. J'avais fait ça pour la naissance de ma fille et j'avais toujours regretté de ne pas l'avoir vue naître.
Donc, je m'étais dit, pour cet enfant-là, je vais être réveillée pendant la césarienne. Et heureusement que j'ai fait ça parce que quand mon fils est arrivé, ça a été la panique, la catastrophe. Quand le médecin a sorti l'enfant de mon ventre, il a pleuré une seule fois et ensuite ça a été silence complet. Il était en détresse respiratoire. C'était Ah, la panique générale. Tout le monde courait, on appelait des médecins et des infirmières de plus, mais personne n'avait le temps de m'expliquer quoi que ce soit. Donc, c'était un choc complètement brutal. Et c'est ça, le changement de vie était radical dès ce moment-là. J'ai été vraiment projetée dans dans un autre monde complètement à ce moment-là. donc vous aviez vu le choc en direct avec le médecin. Absolument. Je demandais à mon médecin qui complétait l'intervention pendant que les infirmières derrière moi, elles avaient emmené le bébé sur une petite table dans le fond de la salle d'opération et je demandais constamment, est-ce que mon enfant est correct? Est-ce que le bébé est correct? Personne ne me répondait, mais à un certain moment, mon chirurgien qui complétait la chirurgie s'est tourné vers moi et m'a dit le petit a un spina bifida, mais c'est mineur et très réparable. Donc, moi, dans ma tête, c'était mon Dieu, spina bifida, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'avais jamais vraiment été. Il me semblait que j'avais déjà entendu ce mot-là par le passé, mais très vaguement. Donc, ça s'est passé comme ça. Au bout de plusieurs longues minutes, il y a une infirmière qui est venue me voir avec le bébé en me disant, tu peux lui donner un petit baiser sur la joue avant que je parte avec lui. Je lui ai donné un petit baiser sur la joue, puis elle est partie pratiquement en courant euh, à la pouponnière. Et moi, je suis partie en salle de réveil parce que je ne pouvais pas retourner à ma chambre tant que l'effet de l'anesthésien n'était pas dissipé, tant que je n'étais pas capable de bouger mes jambes, je n'avais pas la permission de quitter la salle de réveil. Donc, c'était vraiment qu'est-ce qui se passe présentement à la pouponnière. J'ai été au moins, je crois, 30 à 45 minutes à la salle de réveil à me tourmenter. Mon anesthésiste est venu me voir à un certain moment pour me dire que mon fils était effectivement en détresse respiratoire et qu'on organisait son transfert à l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario. Moi, je suis en Outaouais, je suis dans la région de Gatineau. Donc, on est juste à côté d'Ottawa. Et puis, c'est tout ce qu'il m'a dit. Il m'a souhaité bonne chance et il a quitté. Et ensuite, j'ai attendu d'être assez bien pour pouvoir quitter la salle de réveil et remonter à ma chambre pour avoir enfin un peu de nouvelles sur son état. Mais ce qui se passait, en gros, c'est qu'on organisait son transfert à l'hôpital pour enfants de l'Est de l'Ontario. Mais comme il était en détresse respiratoire, c'était de le stabiliser. Ça a pris, je vous dirais, environ 2 heures avant que les ambulanciers puissent effectivement l'amener. Et on m'a dit qu'on ne garantissait pas sa survie jusqu'à Ottawa. Donc, ça a été vraiment très, très, très dramatique et très difficile. Cette journée-là a été. Puis là, il a fallu attendre au lendemain avant d'avoir vraiment des nouvelles de l'équipe de médecins de l'hôpital pour enfants. Ça veut dire que vous avez eu un diagnostic avant que l'enfant atteigne un certain âge. Et Mhm. surtout, ce diagnostic qui relève de manque d'oxygène à la naissance, vous connaissez les conséquences. Ça relève aussi. Ben, il n'a pas manqué d'oxygène. En fait, c'est vraiment, il est en détresse respiratoire dû à sa condition, plusieurs malformations cardiaques majeures. On m'a dit que, évidemment, chaque malformation est connue, mais toutes sur le même cœur, ça s'était jamais vu. On m'a dit que dans toute l'Amérique du Nord, on n'avait jamais vu un cas comme ça. Et en plus, il y avait le spina bifida, évidemment. Donc, on m'a dit, le diagnostic a été vraiment, on l'a branché sur un respirateur parce qu'il était toujours en détresse respiratoire. Donc, ce qu'on m'a dit, c'est ben, les médecins refusaient carrément de le traiter parce que leur diagnostic, c'était qu'avec un cœur comme le sien, il ne pouvait absolument pas survivre. Donc, c'était un refus de traitement. Donc, on m'a donné le choix, c'était de le laisser brancher au respirateur pour le regarder juste souffrir indéfiniment jusqu'à ce qu'éventuellement il décède ou de débrancher le respirateur pour le laisser partir en paix.
Donc, j'étais placée devant ce choix-là, moi et mon conjoint à ce moment-là. Mais dites-moi, il faut prendre en considération la situation de ce manque respiratoire. C'est un manque d'oxygène au niveau du cerveau. C'est que le cerveau a été atteint. Absolument, il y a une déficience Votre intellectuelle enfant, il est aujourd'hui. sur un fauteuil roulant maintenant. André est Oui. sur un fauteuil roulant, il ne bouge pas. Ça veut dire qu'il y a une situation qui relève de la paille cérébrale. Et après, quand on arrive au cœur, là, ce qui s'est passé, on va y arriver tout à l'heure, c'est une deuxième particularité et deuxième diagnostic qui est venu aussi perturber le fonctionnement de son cœur à la naissance. Maintenant, vous êtes, ça veut dire aujourd'hui, vous êtes, Madame Baudry, vous êtes une femme seule, si Mhm. j'ai bien compris, avec un enfant lourdement malade et handicapé. Il n'est pas Absolument. seulement lourdement malade ou handicapé, les deux. Il a jumelé les deux ensemble. Ça veut dire qu'il est né avec un situs inversus, ça veut dire un spina bifida, on connaît très bien avec hydrocéphalie, et toujours, c'est une, et plusieurs, pas toujours, et plusieurs, comme vous venez de dire aussi, malformations cardiaques majeures, sans oublier qu'il ne parle pas. Toujours, il est accompagné par son fauteuil roulant, c'est son ami à vie, cathétérisé toutes les 4 heures. Et pour terminer, on doit lui injecter aussi un médicament dans la vessie matin et soir, et vous êtes toujours seul. Mais comment vous faites, Madame Baudry, pour y arriver avec tout ce lot que vous avez hérité? On me pose souvent la question, puis je réponds toujours que c'est l'amour. C'est l'amour, tout simplement, qui me donne la force et l'énergie. Puis l'amour que je porte à mon fils, il me le rend au centuple, absolument. On est très, très liés un à l'autre. Donc, je m'occupe de lui depuis toujours. Évidemment, oui, ma vie a changé. J'ai jamais pu retourner au travail comme avant. Donc, financièrement, ça a été difficile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Et c'est tout ça qui m'a poussé justement à créer Parents pour toujours éventuellement. Mais oui, d'être seul là-dedans, il faut être fort psychologiquement, évidemment. Mais c'est vraiment une force d'amour constamment. Puis encore aujourd'hui, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Non, pas du tout, pas du Avec tout. l'âge surtout, ça s'accélère dans la gravité aussi, dans la responsabilité multiple. Wow. Mhm, Et surtout dans les mal de dos, dans tout ce qui se passe parce qu'il a besoin de vous. Waouh, mhm. je trouve que c'est quelque chose qui émotivement, ça nous fait réfléchir sur la réalité des personnes qui vivent cette situation et surtout les parents qui accompagnent ces personnes. Oui, oui, exactement. Notre vie change. C'est sûr que physiquement, c'est difficile aussi. Oui, des mal de dos, j'en ai. J'en ai. Donc, Euh, donc, et puis je vois bien aussi dans le groupe de parents, plusieurs parents, il y en a qui sont rendus beaucoup plus âgés que moi. Il y a une maman à laquelle je pense, entre autres, qui est, je crois qu'elle a 74 ou 75 ans, son conjoint aussi dans les mêmes âges, et ils continuent de s'occuper de leur fille qui a 47 ans, si je ne me trompe pas aujourd'hui, qui est lourdement handicapée. On est plusieurs parents euh, qui ne veulent pas, absolument pas abandonner leur enfant. On veut s'occuper de notre enfant aussi longtemps qu'on pourra le faire, puis on veut le faire dans la dignité pour nous et pour eux aussi. on va y arriver à ce sujet et c'est le sujet le plus important, extrêmement important parce qu'on va parler d'André, mais on va parler aussi des parents, la maman d'André et les autres mamans. Et vous en verrez tout à l'heure qu'est-ce qu'on aura à dire à travers ça. C'est un sujet qui nous implique énormément. C'est pour cela que nous avons créé à l'intérieur de notre association un mouvement citoyen, association parents-enfants. C'est plus seulement l'enfant, les parents font partie intégrante de notre responsabilité aujourd'hui. On en parlera de ça tout à l'heure. Maintenant, si on Parfait. retourne un petit peu à votre fils André. Donc, André exige inévitablement un suivi médical quasi permanent, du matin au Absolument. soir, là, et même, je dirais, 24 heures sur 24. Mhm. Du cardiologue à l'urologue, en terminant par le neurochirurgien. À Oui, date, je pense, si j'ai bien compris, il a un dossier composé de 11 chirurgies, dont 3 à cœur ouvert. Mhm. D'autres chirurgies sont en attente en lien avec son cœur aussi, mais Oui, même avec son spina bifida.
Mais pour monsieur et madame tout le monde, j'aimerais bien que les choses soient claires au niveau de la spina bifida. Mhm. Ça implique un défaut de la colonne vertébrale contenant des méninges de la moelle épinière. Même, on peut diagnostiquer vers les 22 semaines de la grossesse. Mais comment ils n'ont pas réussi, d'une part, à déterminer ou à diagnostiquer son spina bifida au 22e semaine de grossesse? Deuxième point, avez-vous une armée d'aide ou des dents naturelles autour de vous et vous, comment vous faites seul si vous n'avez pas ça avec tout ce travail qui englobe cette responsabilité quasi permanente 24 heures sur 24? Mm. C'est sûr que c'est très curieux qu'il n'ait rien détecté pendant la grossesse. Il y a des échographies qui sont pratiquées à certaines périodes et la deuxième échographie a été très bizarre. Ils se sont attardés beaucoup à un seul endroit. J'ai même posé des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que vraiment, ils insistaient à un certain point. On m'a dit non, on m'a dit non. Et plus tard, là, après la naissance d'André, après sa première chirurgie à cœur ouvert qui a été la plus difficile, j'ai fait des recherches, j'ai contacté un avocat parce que pour l'avenir financier, j'ai songé à peut-être poursuivre s'il y avait matière. Il y avait un délai de 3 ans maximum à respecter. On a fait sortir les photos d'échographie, fait examiner par un médecin spécialiste radiologiste qui a parlé du syndrome tête de citron qui indiquait possiblement un spina bifida. Mais c'était très vague, très, très vague, pas clair du tout. Donc, aller en cours avec ça aurait été très, très, très difficile. Donc, j'ai renoncé. Mais il semble y avoir eu cet indice-là qui aurait été ignoré. Je ne saurais jamais pourquoi. Donc, ça pour ça, on m'a dit que c'est ça, qu'il n'y avait rien vu finalement. Donc, c'était une complète surprise. Ça, c'est vraiment difficile pour une maman qui se rend à l'hôpital pour accoucher et qui pense qu'elle va avoir un beau petit bébé en santé et puis que c'est pas du tout ça qui se produit. Et puis aujourd'hui, j'ai ma famille qui me supporte évidemment beaucoup, qui m'aide pour du gardiennage, si je dois aller faire des emplettes, des choses comme ça. Mais pour ce qui est d'un accompagnement à tous les jours ou quoi que ce soit, le conjoint, ben, il n'y en a plus. Donc, c'est vraiment moi avec mon fils tout le temps, tout le temps. Et puis, jusqu'à maintenant, j'ai aucun problème, là. Donc, je suis très reconnaissante d'être en santé, d'avoir la force et tout. Et puis, je veux continuer aussi longtemps que je pourrai le faire. Vous êtes admirable parce que vous avez terminé avec un mot. C'est sûr, après avoir eu ou se trouver devant la réalité d'André, l'ex-conjoint est parti. Et c'est Oui, la maman qui est restée. Et c'est ça notre fierté québécoise devant vous, parce que vous êtes le soleil de nos étoiles, vous les mamans, que les choses soient dites ouvertement. Ce que vous faites pour votre enfant, l'amour que vous accordez à vos enfants n'a pas de limite. Et absolument pas. voici un exemple réel en vous aujourd'hui. Vous êtes seul avec votre enfant parce que monsieur n'a pas voulu rester. Je ne rentre pas dans ces détails, ça ne nous concerne pas, ça ne me concerne pas, mais vous avez gardé l'amour que vous aviez pour votre enfant jusqu'au bout. Et j'en ai aussi des exemples dans votre région. Une Mhm. maman qui est 7 jours sur 7 avec son enfant, elle m'a dit, si je le mets dans une position, aujourd'hui je retourne après 7 jours, il est toujours dans la même position et on ne peut pas le laisser seul, sinon il va partir. Donc, ça, c'est un amour inoubliable qu'on dit. C'est ça l'amour Absolument. inoubliable à vie. Maintenant, pour Absolument. terminer, Madame Baudré, cette rencontre touchante que je vis aujourd'hui, et j'ai tenu à diriger cette émission avec vous, parce que c'est la réalité de la vie des personnes vivant avec un handicap et la réalité surtout des parents. Et je comprends que l'amour que vous portez à votre enfant restera toujours vivant dans votre cœur. Ça, c'est inévitable. Vous demandez aux autorités
d'avoir des programmes d'aide financière, surtout pour les parents qui prennent soin de leurs enfants handicapés d'âge majeur. Et je vous comprends très bien. Mhm. Voulez-vous, s'il vous plaît, me préciser l'idée que vous avez en tête à propos de ce sujet que je trouve extrêmement important pour les parents? Je vous écoute. Allez de l'avant dans ce sujet parce que pour moi, il est extrêmement important. Euh, j'ai, Qu'avez-vous fait? oui, à partir du moment où j'ai dû vraiment me résigner au fait que je ne retournerai jamais sur le marché du travail comme avant, j'ai tenté à quelques reprises de retourner avec l'aide de personnes de ma famille, mais c'était vraiment impossible. Euh, donc, je dois être présente avec mon fils tout le temps. À partir du moment où j'ai réalisé que je ne pouvais plus retourner sur le marché du travail, et puis je me suis retrouvée, après l'assurance chômage, je me suis retrouvée face à l'aide sociale comme seul revenu, la pauvreté complète, les factures qu'on ne peut plus payer, le loyer qu'on a de la difficulté à payer. Ça m'a révoltée. Et je me suis dit, si je plaçais mon fils en famille d'accueil, cette famille-là serait pleinement soutenue. Donc, pourquoi les familles naturelles n'ont pas de soutien? Pourquoi est-ce que moi, la maman, je me fais envoyer à l'aide sociale? Ça n'avait aucun sens. Et c'est là que j'ai commencé vraiment mes démarches. Et j'ai fondé Parents pour toujours en 2016 avec une pétition. J'ai créé une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale. J'ai rassemblé des parents autour de cet objectif-là de demander un soutien financier pour les familles naturelles, un soutien financier qui serait équivalent à ce qu'une famille d'accueil reçoit. Donc, on est allé déposer cette pétition-là à Québec ensemble, un bon groupe de parents en 2017, le 11 mai 2017. Et suite à ça, c'était le Parti libéral qui était au pouvoir à ce moment-là. Donc, on a eu des rencontres avec eux. On a pu rencontrer, à ce moment-là, c'était le ministre Barrette. On a pu le rencontrer et commencer des démarches. Et à partir de là, ça a été un très, très long travail pour arriver à obtenir, ben là, il y a eu un changement de gouvernement et tout, donc beaucoup. C'était 3 ans de ma vie, là, de 2017 jusqu'à juillet 2020, à temps plein, avec un papa qui s'est impliqué avec moi autant que moi, à temps plein, dans Parents pour toujours. On était tous les deux là-dedans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 3 ans. Et on est arrivé à l'aboutissement de tout ça, c'était que le programme d'allocation directe, chèque emploi-service, les critères d'utilisation de ce programme-là ont été élargis pour permettre aux parents comme moi, au lieu d'engager une autre personne pour prendre soin de son enfant, on peut nous-mêmes, comme parents, recevoir ce salaire-là. Donc, c'est un soutien financier, c'est pas ce qu'on souhaitait, mais c'était au moins, la glace était brisée et les parents avaient au moins ce soutien, cette possibilité de soutien financier-là. C'était beaucoup mieux que l'aide sociale, évidemment. Donc, en gros, c'est ça. Puis aujourd'hui, on reprend le bâton du pèlerin, si on veut, avec une nouvelle équipe parce que le fameux programme, justement, de chèque emploi-service a besoin d'une sérieuse mise à jour. Il y a beaucoup de problèmes. C'est très long à, à faire le tour de tout ça, mais on veut continuer à travailler là-dessus parce que nos familles méritent vraiment, comme on dit, de vivre dans la dignité avant de mourir dans la dignité. Est-ce qu'on pourrait vivre dans la dignité, s'il vous plaît? Donc, c'est vraiment la bataille aujourd'hui encore. C'est excellent. Et d'ailleurs, je voudrais vous informer, Madame Baudry, d'un point extrêmement important. L'Association de parents cérébrales du Québec a fait déjà un premier pas auprès du gouvernement. Nous ne sommes pas des gens qui vont porter le drapeau. Nous sommes des gens qui respectent la démocratie et le respect des décideurs parce qu'on veut aussi que la dignité et l'inclusion soient au même niveau que le respect qu'on apporte ou qu'on accorde à nos décideurs. Pour nous, c'est très important. C'est la raison pour laquelle je lui dis, on a demandé officiellement auprès du gouvernement de déposer un projet de loi
pour venir en aide aux parents qui ont décidé par eux-mêmes de vivre avec leurs enfants à la maison. Et c'est leurs enfants et ils veulent le garder, ils veulent l'éduquer à leur manière et vivre l'amour qu'ils ont pour eux et partager la vie quotidienne avec leurs enfants. Ils ne veulent pas aller dans les maisons d'accueil et je les comprends très bien, ces parents. C'est pour cela, ce que vous venez d'annoncer ne rentrera pas dans les oreilles d'un sourd. Vous allez avoir de nos nouvelles et vous C'est allez parfait. comprendre que vos amis, votre équipe, je sais, probablement la majorité sont des femmes, Oui, même il y a des hommes aussi, c'est sûr, il y a des hommes qui se donnent cœur et âme pour leurs enfants. absolument. Nous serons tous au rendez-vous pour aller chercher le maximum de ces parents qui souffrent en douceur sans faire du bruit. Mais C'est ils ont le parfait. droit à la dignité, au respect et à l'inclusion de leurs enfants dans une société juste et équilibrée. Absolument. Et pour Absolument. moi, comme je vous ai dit, on en parlera tout à l'heure d'un sujet assez développé à ce propos, parce que c'est le sujet phare que nous sommes en train de travailler avec d'autres associations pour demander le maximum et surtout la dignité et l'inclusion. Pour nous, ce sont des éléments phares dans nos démarches. C'est parfait. Ça me fait très plaisir d'entendre ça. Oui, Vraiment. ça je vous le dis parce que Vraiment. nous avons déjà commencé, nous avons déjà eu des réunions avec les autorités. C'est parfait parce que mon idée, c'était justement l'union fait la force. Il faut se regrouper parce que depuis plusieurs années, il y a des parents qui font des actions comme ils le peuvent. Il y a eu des regroupements et tout ça. Mais si on se regroupe, c'est là que notre force va être plus. On va avoir une force de frappe si on veut. On va être plus. On va avoir une voix plus forte. Donc, c'est ce que je disais à ma nouvelle équipe, justement. Il faut vraiment regrouper les associations, organismes, les parents, beaucoup de gens autour de notre cause. Cette fois, on ne sera pas tout seul là-dedans. Il faut travailler en équipe. Absolument. Et cette force de frappe ne viendra pas avec une seule main. On a besoin des deux mains. Absolument. On est d'accord avec ça? Absolument. Et des multiples des mains aussi, là. Multiple. Oui, absolument. Madame Absolument. Baudry, je vous remercie infiniment pour cette belle participation touchante. Merci de m'avoir accueilli. Je suis très contente d'avoir été invitée. C'était un plaisir et un honneur de vous rencontrer. Je vous souhaite l'énergie et la santé pour continuer votre mission humanitaire et n'hésitez pas de garder le contact avec nous pour de meilleurs lendemains. Absolument, je veux garder contact, c'est certain. À vous, chers téléspectateurs, je vous demande de penser à la dignité et à l'inclusion des êtres humains qui sont comme vous et moi et très heureux de vous revoir dans une prochaine émission dans Téléhandicap. Merci et à la prochaine.